Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. toutes et à tous. Bonsoir. La discussion créatures poilues et pouvoirs surnaturels avec des autrices de la maison les éditions Bookmark et plus spécialement la collection MXM Bookmark et Rainbow si j'ai bien suivi. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez alors je suis désolée déjà pour le petit retard, on a un petit souci technique avec une de nos autrices qui va peut-être nous rejoindre en cours de route. En attendant, on va se présenter l'une après l'autre et comme ça on pourra démarrer la discussion. Donc allez-y, du coup arbitrairement au-dessus de moi sur mon écran, Candice, vas-y. Bonsoir tout le monde. Donc je suis Candice Ulrich. En effet, je suis publiée chez MXM Bookmark, la collection MXM. Donc pour cette partie, ça va être surtout ma série Going Wild qui sera concernée avec mes petits loups-garous. Que vous dire sur moi, à part que je baigne vraiment dans le monde fantastique depuis que je suis toute petite. Je pense que ça vient du fait que tous les étés, quand j'étais enfant, j'allais dans les Carpates. Donc c'est vrai que ça vend du rêve, surtout quand vous avez des grands-parents ou des personnes autour de vous qui considèrent que le monde fantastique est tout à fait réel. Je vous raconte pas les peurs que j'ai eues étant gamine. Ça devait être marrant ça dans les Carpates. Ouais, super. Mais alors, quand ta grand-mère, elle dit la nuit, quand tu as des peurs et qu'elle te dit oh, mais non, c'est pas des cauchemars, ou non, tu ne rêves pas, il faut venir me prévenir, c'est très dangereux. Non, c'est pas très amusant. Ah, Camille nous a rejoint apparemment. Est-ce que Camille, tu nous entends? Oui. Et ben voilà, nous tu aussi, es en direct live. On a commencé, Candice vient de se présenter. Et on peut continuer avec Noémie. Voilà, arbitrairement aussi. De façon arbitraire. Alors, moi, c'est Noémie Hawk. Je suis l'autrice de Halloween Singulier World, le premier tome de l'autre côté des ombres, aux éditions MXM Bookmark, donc en imaginaire. Et moi aussi, j'ai été baignée dans les contes, les surnaturels très très jeune. Et du coup, j'en suis jamais revenue, j'ai envie de dire. Et toi, Kéliane? Alors moi, je suis auteure aux éditions MXM Bookmark avec les Chroniques de Soroar, qui est une série en plusieurs tomes, qui raconte à chaque fois une histoire différente, mais qui ont tout un fil conducteur. Et c'est pareil, j'écris de la fantasy depuis pas mal d'années maintenant. Depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai eu l'habitude que ma mère me raconte énormément d'histoires. Coucou. Pardon. Quand j'étais petite, mon père me faisait des cartes au trésor avant de m'endormir en me disant que j'irais dans tel ou tel endroit pour visiter et trouver des trésors fabuleux. Et c'est comme ça que j'ai continué de cultiver tout ce qui était imaginaire. Donc, voilà. Donc Camille vient de nous rejoindre. Désolée. Toujours à te faire remarquer, Camille. Oh, hyper cadré, tout ça, nickel chrome. Et du coup, tu vas te présenter. Camille Gidel, du coup, j'écris. Je sais pas, il faut vous dire quoi, j'ai loupé tout le début là. Je me sens... Dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu écris un peu comme genre. Après, j'écris un peu de tout. J'écris du MM en particulier. Et après, j'écris de l'horreur, de la romance et du loup-garou, plus particulièrement dans le thème du salon. Le thème de ce soir. Ouh, on va faire des cœurs. Je été prévenue qu'il m'adresse un dress code. Moi, je suis Jessica Naïd. Donc là, sur Discord, il y a mon nom qui est aussi Laetitia, donc ça fait Laetitia Jessie. J'ai écrit la saga La Noire des Étoiles, dont les derniers tomes sortent cette année. Et alors moi, c'est plus de la science-fiction. En général, j'écris tout ce qui est plus science-fiction, anticipation, mais avec toujours un brin de fantasy. Donc on est plus sur du Star Wars que du Fondation. Donc on peut appeler ça quand même de la fantasy parce que c'est sur des histoires de quêtes avec des histoires de pouvoirs magiques. Mais par contre, contrairement à vous, je n'ai pas de créatures poilues dans mon à part
vu que j'écris sur du MM, quoique. Et donc voilà, je serais plus sur du SFFF que sur du métamorphe ou de la fantasy pure. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de savoir par rapport à ce thème, c'est en fait les spécificités de vos mondes. En fait, voilà. Donc moi, j'en ai parlé très rapidement. Par exemple, on peut voir que Candice et Camille sont partis sur du métamorphe, mais de l'autre côté des ombres, par exemple, est-ce qu'il y a du métamorphe? Quels sont les pouvoirs magiques? Quelles sont les spécificités surnaturelles de vos mondes respectifs? On laisse d'abord parler celles qui n'ont pas de métamorphe pure et dure, bien poilue. Pourquoi pas? Allez, enfin, je ne sais pas. Du coup, j'ai pas pu lire tout le monde. Mais bon, on va commencer par Kellyanne. Alors du coup, mon monde en fait de base est un univers où la magie est présente, mais elle est limitée en fait par les capacités humaines à pouvoir l'utiliser. Et à côté de ça, elle a d'autres plans alternatifs qui ont des spécificités chacun, dans lesquels en fait ça va me permettre de mettre en scène un bestiaire assez diversifié, que ce soit sur tout ce qui est les élémentaux, ou même sur tout ce qui est démons, anges. Et ça permet une grande diversité en fait. Effectivement. Donc tu as un système de magie et aussi ce qu'on peut... Voilà, c'est ça. Il y a un système de magie dans le monde de base et il y a une magie qui est beaucoup plus développée en fait dans les mondes alternatifs à côté de ça, et l'histoire va plus ou moins faire en sorte que les deux se rencontrent. Ok. Avec une certaine jalousie de la part de certains humains qui sont très axés magie, justement à ne pas pouvoir dépasser ses limites et justement à vouloir franchir toutes ces frontières. Ok. Quelqu'un d'autre? Je vais devoir me nommer à chaque fois. Allez, Noémie, parle-nous de ton livre. Alors moi, c'est plus en fait c'est un peu comme notre monde, c'est une sorte d'Uchronie en fait, où la magie existe et où le monde a évolué. Le monde a évolué en fait en prenant en compte la magie. Et du coup, avec il y a une forme de technologie, mais il y a des tas de choses qui n'ont pas été inventées encore parce que la magie a ralenti en fait le développement technologique. Mais du coup, c'est un univers où évoluent tout un tas de créatures mythologiques, de légendes, et de manière générale de la fantasy ou du fantastique. Il y a des loups-garous. Mais ils sont pas au premier plan. Et par exemple, je fais une différence entre les esprits loups et les loups-garous. Et même les loups-garous dans ce monde-là ont une création particulière parce qu'ils sont... en fait, c'est des invocateurs, disons, qui ont invoqué un esprit loup, mais si ça se passe mal, si l'esprit loup n'accepte pas, il y a une espèce de bug, en fait, et du coup, l'esprit loup reste prisonnier de l'invocateur, et en fait, au fur et à mesure, ça a donné naissance à la race des loups-garous, en fait. Voilà. Là, ce que tu dis, c'est la genèse. C'est la genèse, en fait, le fait que les invocateurs, tout ça. Voilà, c'est la genèse des loups-garous dans cet univers. Et donc, on a une opposition entre les loups-garous, qui sont un mélange d'esprits loups et d'humains, mais qui sont comme ça depuis des siècles, en fait, et les esprits loups encore libres, qui sont vraiment deux espèces différentes, du coup. Et puis, voilà, quoi, c'est... Il y a un petit peu de tout à côté de ça, des fées, quelques vampires. Donc toi aussi, tu as tout un bestiaire. Il y a un très très beau bestiaire. Tu as combien de temps, Camille? Là, le premier tome est sorti. En théorie, il n'y en a que 2, mais à la base, en théorie, il n'y en avait que 1. Donc... D'accord. C'est au fil, on verra. À la base, c'était un tome unique. C'est quand je l'ai donné, on m'a dit c'est pas possible, il faut que tu en fasses un deuxième. Donc... Et tu t'es laissé piéger. Voilà. Allez, Camille.
Du coup, bah, moi, c'est sur. En tout cas, en créature poilue, c'est les loups-garous avec accro. Et après, moi, je suis pas. Enfin, en fait, vraiment, le loup-garou, je m'en suis servi comme un, un- Je me suis pas vraiment. Enfin, c'est vraiment juste pour les caractéristiques. Par exemple, ça ne mène pas l'histoire. Vraiment, l'histoire, il pourrait être autre chose, c'est pas très grave. Mais par exemple, les loups-garous me permettaient d'avoir cette idée de possessivité. Après, il faut savoir que c'est un roman très érotique, donc je trouvais que les loups-garous, c'était parfait pour écrire vraiment de l'érotisme. Et vraiment, c'est pas le fond de l'histoire, la meute, tout ça. Moi, je suis vraiment partie sur les caractéristiques du loup-garou et pour pouvoir faire avancer les deux personnages, et du coup, c'est pas une histoire de meute du tout dans Accro. C'est vraiment juste utiliser les caractéristiques pour faire évoluer les personnages. C'est plus un trait qu'un Ouais. toute une Bah, histoire fantastique autour. ils peuvent se transformer, ils peuvent tout Mhm. faire, hein, c'est le vrai loup-garou. Mais après, vraiment, ça ne sert pas enfin, la meute n'est pas le centre de l'histoire. Le fait qu'ils soient des loups-garous n'est pas non plus le centre de l'histoire. Vraiment, la romance est le centre de l'histoire. Et je me sers vraiment des caractéristiques des loups-garous pour les attribuer, en faire des traits de caractère de mes personnages. Et dans Sans frontières, on est Dans plutôt Sans sur du frontières, post-apo, c'est ça? c'est du post-apo et c'est avec des zombies, donc c'est pas hyper poilu quand même, c'est plutôt gluant. Alors, c'est ça. Donc, Est-ce que tu penses, toi, est-ce que tu le ranges par exemple dans le surnaturel? Est-ce que c'est un pouvoir surnaturel ou non, c'est vraiment du post-apo, limite de non, l'horreur c'est et vraiment du post-apo. Pour le coup, c'est vraiment la Walking Dead, ou Dead, je sais jamais le prononcer, désolée. Mais vraiment, il n'y a pas du tout de surnaturel. C'est vraiment une question de survie. Et les zombies, c'est juste les méchants qui ont. Et ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'il n'y a pas d'esprit derrière. On est méchants pour une telle raison. En fait, juste ils veulent bouffer les gens. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'il n'y a pas de raison derrière, quoi. Je sais pas si je m'exprime super bien. Si, tu viens de nous révéler que les zombies n'étaient pas surnaturels. Je ne sors plus de chez moi, en fait, tu sais. T'as compris le principe, si c'est surnaturel, il n'y a pas de. C'est pas des films, ils n'ont dans pas de ces pouvoir. univers, Candice, pas dans les Carpates. Et ben, à toi, Candice, alors. Oui, bah, du coup, je vais rebondir, puisque moi, c'est vrai que contrairement à Camille, dans Going Wild, c'est vraiment la meute et l'histoire des loups qui va être au cœur de l'histoire et les romances qui vont être assez secondaires. Concrètement, Going Wild, enfin, moi, je le classe vraiment dans le fantastique, ce n'est pas de la romance pure et dure. Donc, de ce côté-là, MXM publie vraiment de tout. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on peut publier vraiment des romans de genre avant de publier de la romance. Et je sais qu'il y en a qui ont été un petit peu déçus et frustrés par le tome 1, du coup, hein, puisque la romance est vraiment très, très légère entre les deux principaux protagonistes. Que ça amenait bien, en fait, l'histoire, par exemple. Enfin, je suis désolée, j'ai pas lu les votes, les filles. Mais, je trouvais que l'histoire, elle avançait bien, justement, avec la romance qui était vraiment le sous-fil. Enfin, ça tenait par ça, mais en même temps, ça avance tout seul, quoi. Merci. Non, c'est vrai que j'ai vraiment voulu baser ça sur les personnages. Donc, il y a 3 principaux personnages, malgré les volontés, les messages de certains lecteurs qui aimeraient bien que l'un d'entre eux disparaisse le plus rapidement possible. Des personnages détestés, c'est bien ça. Ça veut dire que c'est clivant, au moins. Ah, mais en plus, c'est le personnage que je préfère écrire, donc c'est souvent comme ça, en plus. Voilà. Tu peux te lâcher, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est ça. Ce sont des personnages qui te permettent un peu de t'exprimer. Et du coup, je voulais vraiment mettre en avant ces 3 personnages qui ont tous en effet, on va dire, un patrimoine génétique loup, puisque pour moi, dans l'histoire, du coup, c'est vraiment une espèce différente à l'espèce humaine, qui est issue à la base de loups, qui étaient vraiment des loups, hein, et petit à petit qui ont offert ces pouvoirs aux humains, et petit à petit, de fil en aiguille, les enfants des loups sont restés des loups, et en effet, les loups peuvent mordre. Donc par rapport au patrimoine génétique, chacun réagit différemment, et je suis partie sur 3 personnages qui avaient des patrimoines génétiques différents, et comment eux vivaient leur héritage lupin, c'est-à-dire qu'en effet, ceux qui vont être des loups depuis de longues générations, ou des alphas auront des côtés loups beaucoup plus prononcés, et du coup peut-être moins correspondre aux attentes des lecteurs et être moins appréciés, et développer l'histoire du héros, donc Stephen, qui lui, du coup, se fait mordre et doit apprendre à vivre avec cette morsure et ses nouvelles capacités, et surtout ce loup qui est en lui, qui devient une partie vraiment, on va dire,
il devient une moitié de lui-même. Donc il doit s'habituer à vivre avec ce petit colocataire qui change sa vie en fait. Voilà. Ouais, Et donc moi, on je peut suis voir vraiment partie à la base vraiment de tout ce qui est folklore. Donc il y a énormément de folklore qui est également adapté, mais je me base beaucoup sur le fantastique et le folklore pour l'histoire. c'est ça qui est génial, c'est que les loups-garous, on sait tous ce que c'est. Mais au final, on voit que même à partir d'un bestiaire donné, loup-garou, vampire, fée, tout ça, on arrive tous à en faire des histoires vraiment différentes, que ce soit par la jeunesse, par l'utilisation de la magie, justement, comme par exemple Camille, c'est pas le cœur de l'histoire, mais ça permet d'amener vers quelque chose d'autre. Donc c'est vrai que on se renouvelle tout le temps, quoi. Tout à fait, c'est ce qu'on dit. Je pense qu'il y a pas mal de débats dessus actuellement. C'est qu'il y a des thèmes qui peuvent être repris par énormément de monde, mais qui seront développés par, on va dire, de manière complètement différente. C'est ça, c'est ça. Moi, j'écris pas sur des métamorphes, du coup, que ce soit dans beaucoup de mes romans, et donc je vais parler de la Nation des Étoiles plus spécialement. J'ai souvent un système de magie. En fait, c'est la personne qui semble surnaturelle, en fait, par rapport à la société, par rapport aux autres. Mais elle, en fait, c'est vraiment un don ou une compétence qu'elle a naturellement et qui va être quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Dans la Nation des Étoiles, on a Socha qui, en fait, contrôle les éléments, ou en tout cas est sensible aux éléments et peut faire des tornades, ce genre de choses. Mais pour lui, c'est pas un pouvoir surnaturel, et j'essaie de faire en sorte qu'à chaque fois, ça soit pas considéré. Vous l'avez pas vu. Que ce soit pas considéré comme de la magie, mais vraiment comme quelque chose que lui sait faire, et pas les autres en fait. Donc il y a pas de système de magie, il y a pas de À chaque fois, les personnes ont tous des dons, donc ça crée effectivement des univers qui sont surnaturels, mais qui n'ont pas de magie, et donc qui s'insèrent vraiment à chaque fois dans la Nation des Étoiles, c'est un space opéra, mais je m'inspire de notre monde à nous. Donc c'est plutôt à chaque fois une sorte d'urban fantasy de l'espace. Et donc voilà, que ça s'insère dans la vie de tous les jours en fait, et pas forcément par rapport à un système de magie qui serait mis en place avec des règles très précises, ce genre de choses. Donc il y a pas de folklore en fait derrière. Il y a un folklore, c'est plus des mythologies. C'est moins folklore, c'est plus des mythologies. En général, leurs dons, leurs compétences sont expliqués dans des textes. Alors, j'écris toujours beaucoup sur la religion, donc il y a beaucoup de religions autour de ce qu'ils savent faire, et eux, il s'avère qu'ils savent faire ce que c'est comme s'il y avait des Jésus qui descendaient sur Terre, en fait, c'est ce genre de choses. Et qui ressuscitaient les gens. On dirait, tiens, est-ce que c'est de la magie ou est-ce que c'est juste de la religion? En tout cas, c'est de l'ésotérisme. Je pars plutôt en général sur un gros trip ésotérique, plutôt que sur du magie pure avec des mages, tout ça. Même si je pense que peut-être que je vais m'y frotter un peu dans les prochains, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et du coup, je vais rebondir un peu sur sur Accro, du coup, par rapport à ce que disait Camille. C'était super intéressant. C'est en fait, on peut se demander pourquoi en fait on écrit sur du surnaturel, et en fait, qu'est-ce que ça apporte à nos personnages en fait. Est-ce que vous pensez que, par exemple, avoir écrit sur un loup-garou, ça met en lumière des traits humains que vous vouliez dont vous vouliez spécifiquement parler, en fait? Alors, je ne sais pas si ça met en lumière les traits humains, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une ouverture qui nous autorise à faire beaucoup de choses, en fait, de mettre un petit filet comme ça de surnaturel. Excuse-moi, Candice. Tu vois que je reste très stoïque, toujours. Ouais. Je trouve que le fait de mettre, par exemple, un petit filet surnaturel, ça permet d'ouvrir sur beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre quand on écrit sur du contemporain pur et dur, où il faut que ça reste très, très cohérent par rapport à notre réalité. Alors que si on met même un tout petit peu dans l'accro, c'est vraiment pas énorme. Mais du coup, ça permet d'ouvrir sur d'autres... Loulou, ne maltraite pas le chat, s'il te plaît. Voilà, la bébête poilue est apparue. C'est bon, on a eu un.
Un caméo, Notre une créature poilue. Voilà mon inspiration. Ouais, C'est ça. Tu dois écrire un livre sur ton chat et sur ton fils. Ah, d'accord. Non, il a dit que je devrais écrire un livre sur mon chat et sur mon fils. entendu. Eh ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Excuse-moi Camille, on t'a On interrompu. a coupé Camille. Tu ne sais même plus ce que tu disais. J'ai vu le chat, c'était fini, quoi. Je sais, tu la verras en direct live, promis. Avec les framboises. Voilà. Donc oui, ta question c'était, oui, est-ce que ça fait ressortir des côtés Ouais. humains? Oui, voilà. Ou ça peut permettre de traiter des traits humains d'une autre manière, d'une manière différente. Mais tu me fais pas de la pub à moi, c'est Percy Jackson. Moi, c'est vrai que pour Going Wild, du coup, Achète-moi le 2. comme les loups-garous, ce sont vraiment des espèces à part. Concrètement, de leur côté, ça change pas grand-chose, puisque pour eux, ce sont des loups et qu'ils s'identifient en tant que tels. Donc, il n'y a pas véritablement de choses qui ressortent particulièrement. Et je pense qu'au fond, ce qu'on voit, c'est qu'ils aient des capacités qui sont plus importantes ou on va dire le fait qu'ils puissent se guérir plus facilement ou des choses comme ça. Ça ne change pas vraiment grand-chose puisqu'ils ont également, je pense, leur lot de souffrance et leur lot de choses à gérer. Et au final, ça revient un petit peu à la même chose qu'être humain. C'est qu'on a dans la vie, de toute façon, tous des épreuves à affronter et qu'on soit différents, donc d'espèces différentes, ça ne change pas grand-chose. Arrête de rire. C'est plus pour mettre en valeur peut-être justement une sorte de diversité et Oui, c'est ça. Puis après, c'est vrai qu'on a la tolérance, réaction tout ça. des personnages qui sont en face, en effet, qui vont soit accepter ou ne pas accepter la différence Pour me dire, je de t'entends ces tout, personnes. Pas gentil. Kéliane, Oui. Pour ma part, j'ai pas trop de créatures poilues sur ma série pour le moment, en tout cas. Mais par contre, la thématique justement de ces traits humains me parle un peu parce qu'en fait, dans le tome 3, on a justement un démon qui a l'habitude de vivre dans un monde où on permet tous les excès sans véritablement qu'il y ait de frontières. Au contraire, c'est même quelqu'un qui lutterait en fait, enfin qui serait plus gentil que les autres, aurait pas vraiment de chance de survivre. Et il se retrouve justement dans le monde humain où il doit apprendre justement ce que c'est que l'humanité avec toutes ses nuances, cette gentillesse, toute l'affection qu'on peut aussi développer et qui était considérée comme une faiblesse en fait dans son monde. Et du coup, je pense que c'est vraiment un territoire qui est sympa à explorer parce que justement, on peut partir d'un extrême à un autre, on peut montrer toutes les nuances et jouer vraiment de cette variation de sentiments. Noémie, je t'en prie. Alors moi, j'avoue aussi que les loups-garous sont assez secondaires à l'histoire, ils sont même quasiment, secondaires à l'histoire. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'interaction directe en fait avec les personnages, mais par contre ils sont intégrés dans le world building qui est que on a toutes ces créatures différentes en fait, même il y a les humains qui utilisent de la magie. La magie existe pour tout le monde en fait. Seulement il y en a certains qui en ont fait leur spécialité. Il y en a d'autres c'est juste du quotidien sans. Ils y réfléchissent pas quoi. Et ils l'utilisent pas forcément. Et puis les loups-garous ont leur propre place en fait dans ce monde-là. Et c'est plus en fait. J'avoue que moi, j'ai plus utilisé ça comme une forme de world building, quoi, dans cet univers de magie où seraient placées les créatures classiques surnaturelles, que seraient les loups-garous, que seraient les vampires, c'est plus à ce niveau-là. Après, je rejoins ce qui a été dit déjà. C'est clair que infuser du surnaturel ou de la magie dans un monde. Je suis pas la seule. Pardon. Avec des êtres humains, ça force un peu aussi à réfléchir à la façon dont ces êtres humains réagissent. C'est ça, c'est souvent Mais après, en réaction, ouais. Oui, vas-y Camille.
Non, je voulais dire qu'en fait, dans votre univers à vous, outer les pouvoirs, ils sont acquis, en fait, c'est ça? Il n'y a pas de secret par rapport à ça, alors que pour Accro et pour Going Wild, il y a vraiment un côté caché. C'est ça. C'est pour ça que... Ouais. Oui, Du coup, les mythologies sont très différentes. Enfin, l'utilisation du loup-garou ou de la créature surnaturelle est hyper différente, du coup, quand on en parle. Du coup, c'est intéressant aussi par rapport au fait que on peut insérer le loup-garou dans un monde réel. Je pense notamment à Accro. Je sais pas trop pour Going Wild, tu me diras, Candice. Et par exemple, j'ai l'impression pour les chroniques de Soror que c'est plus un monde vraiment beaucoup plus alternatif au nôtre, en fait, qui va beaucoup plus loin dans ce côté-là. Et du coup, c'était plus pour... qu'est-ce que vous voyez un peu comme différence entre écrire effectivement sur une histoire de loup-garou ou de pouvoir magique dans notre monde ou dans un monde inventé? Forcément, on aura peut-être plus de contraintes dans notre monde, ou en tout cas, c'est pas du tout la même construction. C'est vrai que moi, je suis partie dans Going Wild vraiment du monde réel. Donc, les personnages sont obligés de suivre certaines règles. Et l'histoire de l'humanité, surtout, on va dire, récente, fait que toute personne qui ne rentre pas, en fait, dans certains codes ou qui ne s'insère pas dans une petite boîte, de toute façon, se ferait remarquer et risque des discriminations, voire des violences. Donc, en effet, les loups-garous, étant des créatures fantastiques qui ont été chassées par l'Église ou vraiment dans l'histoire, se cachent. Pour eux, c'est vraiment pour vivre heureux, ils vivront cachés. Certains de mes loups sont vraiment cachés, c'est-à-dire qu'ils se cachent du monde, ils ne vivent pas du tout avec les humains, alors que d'autres ont décidé de s'intégrer, mais toujours en cachant leur véritable identité, tant qu'ils ne savent pas en fait s'ils peuvent se révéler. Et également en sachant qu'en dehors de l'alpha de la meute, il y a vraiment toute une construction sociale qui existe, qui fait que ces décisions doivent être prises vraiment par une hiérarchie pour se dévoiler. Ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est vrai que quand on se base sur le monde réel, on est quand même obligé de suivre certains codes qui sont connus de tous les lecteurs. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Mais je pense qu'au niveau fantastique, c'est un avantage, puisque le fait de créer un univers, il faut vraiment former toutes les bases pour que le lecteur ne soit pas perdu. Et en même temps, créer toutes les bases, c'est un travail qui est beaucoup plus considérable. Enfin, au niveau de... Je parle de la jeunesse du livre. Hein. Je pense par exemple à Kéliane et Noémie, et aussi pour toi. C'est le fait que il faut qu'à la base, ce soit hyper construit, je suppose, vos bouquins pour réussir à faire fonctionner votre univers. Je vous entends plus. Ah. Ça y est, on t'entend. Ça demande du boulot, oui. Enfin, j'avoue, moi, j'adore le world building, en fait. C'est ce que je préfère, c'est toute la phase où pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10, on réfléchit à la façon dont l'univers fonctionne, en fait, pour essayer de le rendre cohérent. J'adore ça, enfin, le fait de rendre un univers complètement différent, cohérent. Et là, c'était... du coup, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était intégrer, en fait, le loup-garou dans cet univers qui est déjà magique, mais, encore une fois, le loup-garou comme toute autre créature... magique, en fait. Et rendre ce côté-là cohérent, en fait. C'est assez passionnant, mine de rien, parce que ça permet de réfléchir, de dire, dans un univers magique, où sont intégrés, je veux dire, au niveau des vampires, il y a une association caritative qui s'appelle Vive les morts, pour les vampires qui sont sans qualifier, en fait. Donc, qui n'ont personne dont se nourrir régulièrement. Donc, il y a une forme aussi d'intégration de ce qu'on connaît dans notre monde. En fait, c'est un jeu entre les deux, entre l'intégration d'éléments de notre monde et de ce qui a été bousculé par l'apport de la magie. Kéliane ?
Oui, bah, par rapport à la construction des mondes, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus en fait derrière le côté de création de personnages parce que justement on peut vraiment donner libre cours à son imaginaire et quand je construis un monde, j'aime bien avoir quand même des points de référence par rapport à notre monde à nous. On peut retrouver par exemple des bâtiments comme le Colisée qui vont aller se greffer dans mon univers ou le mon tome 2 est très inspiré en fait sur la période de la peste noire et même une des villes est basée sur Bruges. Et c'est vrai que j'aime vraiment tisser en fait. Tisser cet univers à partir d'éléments à la fois imaginatifs, à la fois réels. J'aime aussi beaucoup me baser en fait sur les religions et les folklores pour apporter des fois une petite ambiance en plus à l'histoire. Oui, c'est ça qui est intéressant avec, je trouve, avec le worldbuilding, c'est qu'on peut prendre des éléments de notre monde et après, mais ce qu'on veut, et après les assembler pour faire un monde cohérent. Mais du coup, on a une liberté qui est de prendre effectivement les éléments dont on a besoin et finalement laisser les autres de côté, même si on tourne vraiment. Enfin, c'est vrai que souvent dans la fantasy ou dans le surnaturel, normalement, si on fait du worldbuilding, c'est souvent système politique, système religieux, système de magie qui revient, qu'il faut construire, quoi. Mais Ouais, c'est je vrai pense que ouais, il y là, a on a peut-être vraiment une différence qui se sent même dans ce qu'on dit entre vraiment le fantastique, qui est donc le fantastique, qui sont les éléments surnaturels dans le réel, et la fantasy et la science-fiction, qui sont vraiment des univers complètement différents. Où là, en fait, il faut vraiment bâtir tout l'univers avant d'incorporer les personnages. Ouais. c'est ça. Alors moi, souvent, je me complique la vie. Là, en ce moment, je viens d'écrire sur un livre SSFF, du coup. Et donc, moi, je suis dans le futur. Donc, je suis 3 siècles, 4, enfin, 5 siècles plus tard. Donc, il faut quand même recréer une Terre 5 siècles plus tard avec aussi un système de magie et aussi un système politique. Enfin, et en plus, avec les contraintes du passé qui est nous. Donc, mais tu es optimiste. Tu comptes dans 5 siècles. Tu es optimiste. C'est bien. Oui, voilà, et c'est du post-apo optimiste. C'est du post-apo parce qu'il y a eu un truc, mais je reconstruis tout un monde géopolitique ailleurs, avec aussi un peu de magie et tout ça. Bah, du coup, Mais ça reste du space opéra ou pas? c'est pas du tout du space opéra. Non, non, là je pars sur vraiment sur de l'anticipation, fantasy, fantastique. Et l'année prochaine, je pense que je partirai sur de l'urban fantasy fantastique, plus sur sur les esprits, sur des fantômes, tout ça. Donc, et ça sera peut-être la première fois que j'écrirai du contemporain fantastique. Du coup. Du coup, on a le droit de poser des petites questions. Ça vous prend environ combien de temps pour bâtir vos univers avant de vous lancer? Alors moi, personnellement, ça me prend peu de temps. Alors, je sais pas du tout comment vous fonctionnez. J'ai tendance en fait à réfléchir à un projet pendant 6 mois dans ma tête et donc à faire des recherches, ce genre de choses, mais sans forcément écrire ou forcément établir quelque chose de précis. Comme ça, je suis vraiment baignée dedans et il y a quelque chose qui se forme un peu dans ma tête. Et une fois que j'écris, du coup, c'est assez cohérent parce que du coup, j'y ai réfléchi pendant 6 mois. Mais du coup, après, l'écriture, elle peut être assez rapide. Je sais que la troisième étoile, j'ai écrit en 1 an. Bon, après, là, le nouveau qui est plus compliqué, avec cette histoire d'anticipation dans 5 siècles et avec quand même de la fantaisie dedans. Là, je suis depuis 1 an et demi pour le tome 1. Donc, tu vois, c'est bon pour moi. Mais en général, ouais, j'essaye au début d'avoir quand même le minimum syndical pour commencer. Mais comme je suis une jardinière, ça vient souvent au fur et à mesure. On dit, ah, mais en fait, on pourrait remettre ça, et puis ils souffriront bien, ça sera bien. Donc voilà. Je vois qu'on a un petit peu tous les mêmes idées pour nos personnages. C'est ça. Je fonctionne un petit peu pareil aussi. C'est quand j'ai une idée, je vais la réfléchir, je vais faire mes petites recherches. Mais c'est vrai que la construction du monde arrive souvent en même temps que l'histoire parce qu'elle a été mûrie avec les éléments des recherches juste avant. Mais c'est pas... Voilà. Ok, Liane, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que ça avance, il y a une idée générale. En général, j'ai une scène, une idée pour le personnage. Au début, ça avance un peu tout seul. Puis en fait, au fur et à mesure que les éléments se rajoutent, là, il y a un moment où je m'arrête, je me pose et je fais attends, qu'est-ce qu'on a déjà derrière? Et maintenant,
comment, avec ce qu'on a déjà derrière, comment est-ce qu'on va avancer en fait. Je fais ça aussi. Cette base, j'ai envie de dire, Quand jardinière. t'as un ventre mou, tu vois, tu fais ah là faut que je m'arrête et que je réfléchisse très très bien. C'est important. Et c'est là où je me dis, attends, il me faut une chronologie là. C'était lundi ou mardi? C'était quelle date? Lorine était à quel niveau? Enfin, quel quartier? C'est ça, il y a une remise en avant. Non, mais les jardinières, c'est terrible. C'est du coup, tu es toujours obligé de revenir sur ce que tu fais. Enfin, c'est un travail monstre. Enfin, je ne sais pas pour vous. C'est un peu Je tard, pense que le pire, c'est. Oui, je disais, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais le pire, c'est vraiment les sagas. Donc là, sur Going Wild, je me suis lancée sur une saga qui va faire 5 ou 6 tomes. Et je ne le referai pas. Ah Je oui, ne le c'est long. referai pas. C'est très long, surtout que malheureusement, j'écris rapidement, mais je n'ai pas beaucoup de temps que je peux dégager pour écrire. Et c'est vrai que concrètement. Pas trop de temps pour ton fils aussi. Dis donc. Monsieur qui me colle tout le temps au derrière. Et toi, tu me Je vous dirai pas son. Sinon. Et du coup, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il faut construire en pensant à tous les tomes en fait qui vont venir. Ouais. Donc évidemment, il y a des détails auxquels on n'avait pas prévu, mais qu'on parvient d'une manière ou d'une autre à mettre dans la suite de l'histoire. Mais par exemple, moi, je me suis rendu compte que vraiment Going Wild devait faire 4 ou 5 tomes. Et il en fera un de plus, puisque je terminais ma saga sur une énorme incohérence, en fait. Je m'en suis rendu compte à la fin. Que si je laissais la fin comme ça, les lecteurs m'auraient dit non, parce que dès le début du roman, tu as dit que c'était possible. Donc, je suis obligée de rajouter un tome. Donc, c'est pour ça, franchement, les sagas. Oui, je sais. C'est un peu une digression par rapport au sujet, mais du coup, ça m'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, dans Sens étoiles, j'ai écrit les 4 d'un coup. Enfin, pour moi, c'était un bouquin en entier, en fait, et que j'ai été obligée de découper par 4. Et là, je suis vraiment tome par tome, et effectivement, il y a cette histoire de, si je le publie maintenant, je ne pourrais pas revenir en arrière sur ce qui a été acté. Et je voulais savoir, oui, ça vous posait souci aussi dans la construction, enfin, surtout sur du fantastique où il y a toujours en fait un fil rouge qui est très, tu vois, un peu une espèce d'enquête ou une quête ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous fait réfléchir en tout cas? Est-ce que j'écris tout d'un coup ou que j'écris tome par tome? Ouais, moi, en tout cas, sur Sans Frontières, j'avais vraiment écrit le tome 1. Bon, ça s'est fait très très vite la publication. Et vraiment, plus jamais je recommencerai de ne pas avoir fini ou avoir pris de l'avance sur la saga. Ouais. Parce que c'était pour moi, pour moi, ça a été terrible de me remettre dessus. Puis il y a une attente derrière aussi. Oui, ça doit être d'influencer en plus, notamment. Enfin, du coup, ouais, je vous laisserai parler. Totalement. Ça, Candice, avec son personnage détesté, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Ça influence aussi. En fait, moi, personnellement, j'ai vu que c'était le personnage qui faisait couler autant que d'encre. Donc, je la garderai. Ça, c'est sûr. Quelle mauvaise pub, c'est ça? Non, mais c'est vrai qu'à la base, je doutais qu'elle ne serait pas appréciée. Je veux dire, quelque part, je me dis que je fais bien mon travail. Hein. C'est ça. Mais oui, évidemment, quand on voit qu'on a un personnage qui est important à l'histoire et qu'il est détesté et qu'il y a vraiment des gens qui te disent « oui, je vais arrêter de lire parce que je ne la supporte plus », c'est un choix en tant qu'auteur de dire est-ce que tu fais plaisir au lecteur ou est-ce que tu fais ce qui sert ton récit, en fait. Et vous, Kéliane et Noémie, qui avez écrit aussi pas mal de tomes, au final personnellement, j'ai plus de mal à me restreindre qu'autre chose. Donc, les grosses séries me font pas spécialement peur. Et au contraire, je trouve que c'est une des forces de la fantasy, en fait, de pouvoir proposer des séries, justement, comme ça, avec plein de tomes. Parce que ça permet de créer vraiment un univers, de pouvoir rentrer dans le détail, de pouvoir vraiment explorer un petit peu tous ces aspects. Donc, je prends vraiment beaucoup de plaisir, en fait, à me dire que l'histoire va être longue. Parce qu'en plus, je pense que c'est un peu pareil pour tous les auteurs, mais je m'attache à mes personnages. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on passe vraiment beaucoup de temps à écrire, on a aussi un petit peu ce souci de « j'ai pas trop envie de le laisser partir ». Là, je suis en train d'écrire une trilogie et je me dis « oh, j'aurais bien fait 4 tomes quand même ». Voilà, c'est ça. Je sais que plus il y a des bouquins, plus les éditeurs sont un peu frileux pour ça. Donc, je me restreins. Pareil. Ah, on t'entend plus, Noémie. C'est bon? C'est bon. Oui. Je disais, paradoxalement, moi, c'est un peu le contraire.
dans le sens déjà, je suis très optimiste. Je dis que j'adore le world building, mais du coup, j'écris une seule histoire dedans, sauf que derrière, il y a 1 million d'éléments, ce qui est arrivé. Donc, c'est la conséquence de tu peux pas faire ça en un tome, il en faut un deuxième. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que au bout d'un moment, quand j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans un univers, aussi fourni soit-il, et avec des personnages, il y a un moment, je suis là, c'est bon, j'ai envie de faire autre chose. Ah oui. Mais après, par contre, j'y reviens avec plaisir. Enfin, quand j'ai fini le premier tome de l'autre côté des ombres, et que il s'est écoulé 2 ans entre le moment où je l'ai terminé et le moment où on m'a dit il faut un deuxième tome. On me l'aurait dit au moment où je l'ai terminé, où je l'ai envoyé, j'aurais dit dans tes rêves. Jamais. Et là, ça a eu le temps de couler. Exactement, ça. Au bout de 2 ans, entendre, finalement, entendre, il y a des trucs que tu fais passer trop vite alors que tu pourrais le développer. Fais-le. Et je me dis, il m'a fallu peut-être un week-end pour y réfléchir, et puis j'ai fait, ouais, ok, au bout d'un moment-là, je commence à réfléchir, je commence à revenir dessus, et je me dis, oui, en fait, s'il y a du potentiel, d'accord. Et puis mon résultat, le tome 2, je l'ai écrit en 4 mois. Tu vois, il y avait de l'inspiration quand même. Oui. C'est clair. Mais c'est vrai que je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Je disais que je pense que les sagas, je ne referai jamais. C'est que quand tu t'engages dans une saga, tu sais que tu seras obligé de fournir en fait des romans, des manuscrits régulièrement, puisque par rapport à ton public qui te suit, qui est là pour toi, tu dois lui fournir en fait la suite assez rapidement. Et c'est vrai que c'est fatigant. Pas dans le sens où moi, par exemple, Going Wild, j'adore vraiment mes personnages, j'ai l'histoire jusqu'au bout, à peu près. Tu as toujours des petits éléments qui arrivent inopinément, mais j'ai vraiment envie d'écrire sur eux, de les faire avancer, mais c'est vrai que ça demande énormément de temps. Et l'écriture, ça demande du temps où tu peux te dégager, où tu peux faire uniquement ça. Et les sagas, c'est vrai que de ce côté-là, c'est un petit peu terrible. C'est qu'en effet, on me dirait, je pense que je mets le point final de Going Wild, et on me dit 2 jours après, tu nous en sors un autre. Alors que j'ai déjà 2-3 idées en tête, où je voudrais commencer d'autres histoires, où j'ai déjà d'autres personnages qu'on prévit dans ma tête. C'est un petit peu compliqué. C'est vrai. C'est pour ça que dans notre autre genre, qu'on peut appeler le genre comme ça, mais dans le genre MM, j'ai l'impression que c'est pour ça aussi qu'il y a une espèce de multiplication des histoires selon les couples, parce que c'est assez facile, en fait, ça fonctionne bien. Après, on peut rajouter des tomes dans le même univers, mais pas sur la même histoire du début, et refaire plusieurs scénarios, en fait. Oui, c'est vrai que je vois que ça se fait pas mal, ouais. Même dans Going Wild, quand même. Non, mais moi, je suis la pire. C'est que c'est du MM, mais qu'il n'y a qu'un seul groupe MM, en fait. Hein. Donc, mais il n'y a pas d'histoire qui se croise. Tu as beaucoup de points de vue avec beaucoup de persos et tout s'entremêle, en fait. Oui. Bon, ça aussi, je me suis fait tirer à vue sur le premier, parce que j'avais un couple MF. Donc, oui. Mais ça c'est sera vrai que... une autre table ronde, la misogynie dans le genre MM. Mais c'est un sujet qui revient souvent, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai que dans le MM, j'ai remarqué, il y a des auteurs qui aiment développer énormément de personnages masculins, à se demander parfois si les femmes, en fait, existent dans l'univers, puisque concrètement, on ne les voit pas ou elles ont des rôles très mineurs. Tu peux au contraire... personnages surnaturels, hein, après tout. Tout à fait, mais tu le justifies, en fait. La femme. C'est ça. Et oui, c'est vrai. Mais bon, c'est comme tu dis, il y a de quoi faire une autre table ronde sur... Voilà. Après, souvent, moi je dis pas souvent dans les mêmes, il y a souvent beaucoup d'hommes aussi, parce que il suffit que tu mettes un ex ou 2 ex, ça y est, t'as 4 personnes. Tu peux pas des fois sur 50 000 mots multiplier trop les personnages, donc c'est vrai que ça reste à des milieux peut-être sûrement assez masculins pour ça, mais c'est vrai que parfois ça manque un petit peu. Je sais pas si vous êtes d'accord. Et je me posais comme question par rapport au code de l'écriture, qui rejoint la question qui a été posée par Séverine, notre amie Séverine, qui est autrice chez nous. Donc on fait coucou à Séverine. Coucou Séverine. Est-ce que vous avez utilisé vous êtes partie des codes d'écriture spécialement de l'Urban Fantasy, du Loup-Garou, ou vous vous êtes dit moi je regarde pas du tout ce qui se passe ailleurs, je fais mon truc, moi j'ai mon idée, c'est de ce qu'est le Loup-Garou ou des systèmes de magie, et je pars pas d'histoires, de grandes histoires. Alors, vas-y, on t'entend plus. C'est à moi ? Oui, on t'entend pas. Ah zut, vous m'entendez là ?
Oui. Oui. Moi, je Oui, comprends bien. l'idée, C'est c'était, Noémie, voilà. je comprends Ah, je sais pas, moi je t'ai entendu, mais je disais, c'est compliqué. En fait, c'est une question qui est compliquée parce que même si on se dit, bah, j'y vais sans faire attention à ce qu'il y a autour, mine de rien, on est tous la somme de ce qu'on a lu, ce qu'on a vu et ce qu'on a expérimenté avant. Et quand on est déjà fan de légendes, mythologie, fantasy, urban fantasy, science-fiction, ben, on est la somme de toutes ces connaissances qu'on a déjà lues, en fait. Donc, même si en un sens, on fait notre propre milkshake, les ingrédients, ils sont déjà connus. Ouais, je suis Oui, assez d'accord. je suis d'accord avec toi. Je suis Mais d'accord aussi. c'est vrai qu'il y a il y a peut-être vraiment des genres où si tu écris un policier ou des choses comme ça, tu es obligé de suivre les codes en fait pour pouvoir semer les indices, permettre au lecteur de décortiquer. Ou comme la romance où tu sais très bien quand tu vas publier que c'est absolument hors de question que tu fasses une fin qui ne soit pas positive ou heureuse pour les principaux protagonistes. C'est vraiment très dur puisque en gros, tu signes un contrat avec ton lecteur en lui disant que tu vas lui donner une fin heureuse. Après, dans le Sinon, c'est un registre du drame. voilà, exactement. Et en plus, là, t'as intérêt à courir très vite en salon après. Hein. Donc, C'est vrai qu'il y a peu de drame. Oui, mais ouais. ça peut arriver. Et ça n'empêche que l'histoire soit très belle. Mais en tout cas, tu cours vite après. Hein. Ou tu viens pas signer le livre. Hein. Mais sinon, comme disait Noémie, pour vraiment le genre, ou que ce soit fantastique ou fantasy, on en a tellement lu que quelque part, on se met un peu dans le moule en suivant, en tout cas, certains codes. Bravo, mon chéri. Donc je pense que oui, on est obligé quand même de suivre certains codes puisque le lecteur s'attend à voir certaines choses dans son roman. Puis l'habitude en général, enfin je parle des loups-garous, des créatures naturelles, il y a quand même une période, il y a 5 ans, où c'était énorme, il n'y avait que ça. Enfin moi j'ai lu pendant peut-être pas 1 ou 2 ans, mais que des livres sur le sujet. Donc à un moment on emmagasine des choses, mais on se souvient même pas qu'on a emmagasiné en fait. Et c'est juste des choses qui sont là. On ne sait pas d'où elles viennent, mais ça vient de quelque part en fait. C'est pas forcément nous. Après on le récupère et on l'organise différemment, mais quelque part c'est pas c'est pas de l'imagination pure. Oui, on est un petit peu imprégné par nos lectures. Hein. Alors, moi, j'ai une question parce que je ne lis pas de Bitlit, je ne lis pas de choses avec des loups-garous. Pourquoi le loup-garou? J'ai dit, mais moi, le loup-garou, c'est quelque chose que je trouvais très, très Pourquoi tu trouves ça érotique? Mais parce qu'il y a des côtés de puissance, il y a un côté un peu macho, justement, on peut se permettre ce côté un peu macho qui est facile, en fait, à intégrer avec le loup-garou, avec la dominance. Il n'y a pas besoin de le justifier. Et j'avoue que pour moi, c'est un peu une facilité. Après, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé dans la littérature bitlit, que ce soit avec les vampires ou les univers comme ça, avec des faits tout chauds. Je ne peux pas dire pourquoi, mais je trouve ça hyper prolifique au niveau de l'imagination. Ouais, enfin, entre le loup-garou et le vampire, t'en as quand même un qui est un peu plus chaud, tu vois. Voilà. Hein, parce que n'oublions pas qu'il y en a un, sans jeu de mots pourri, il est un peu raide quand même, tu vois. Érotique, tu vois. Enfin, tout de suite, tu as le côté graou, le poil, tu vois, la carrure hyper développée, le coup balèze. Enfin... Et puis la nudité aussi. Enfin, je suis désolée, mais dans les loups-garous, il y a quand même vachement la nudité avec le fait qu'ils se transforment et qu'ils perdent leurs vêtements. Hein. Enfin, il y a un truc quand même. J'ai tout loupé dans mon roman. Je comprends pas, dans le film Twilight, il a toujours son short. Hein. T'as compris? Mais moi, je suis autour à tout de Twilight. Il enlève quand même un t-shirt pour lui soigner un bobo. Ouais. Et en dehors du loup-garou, est-ce qu'il y a du coup, une question plus pour tout le monde, en dehors du loup-garou, est-ce qu'il y a une créature du bestiaire qui vous inspire et sur laquelle vous aimeriez écrire, que vous n'avez pas forcément déjà fait maintenant? La licorne. C'est génial, c'est vrai qu'on n'a pas de licorne. Ah si, peut-être dans Petit Clown, peut-être qu'il y avait des licornes. Ouais. Je vois bien mettre des moi, licornes. le prochain, ce serait une licorne, du coup. Ouais, j'adore ça, je sais pas pourquoi. Ce sera métamorphicorne? Ouais. Ah, avec la corne. Tu me rassures que ce soit un métamorphe, parce que...
Non, on va pas trop loin dans l'imagination, on reste. La corde, elle sert à quelque chose de spécial ou non, rien du tout Non, il n'y a pas rassure. d'utilité technique D'accord, avec la non, corde. très bien, merci. Non, Jessica, c'est pas ça. Sinon, là, tu me choques, tu vois, là, cette pauvre licorne innocente, tu vois. Non, il est Non, dit qu'il non, faut c'est être vraiment- innocent pour la protéger. C'est pas dans les deux sens. Ah, il y a un loup-garou qui va la protéger. Non, Un loup-garou viril. c'est un monde fantasy avec un prince et une licorne, voilà. C'est génial, j'adore. Moi, j'aime bien les fées, c'est vrai que J'adore j'aime les bien les fées. Voilà, ouais, c'est cool les filles aussi. Non, moi je sais que le Vas-y. prochain, ce sera sûrement dans 2-3 ans, hein, le temps que je termine Going Wild, ce sera sur les démons. Ah, moi Les aussi, démons. j'adore les démons. Une école de Ça, c'est démons. cool. Une école. Ah bah il faut Trop bien bien. qu'ils aillent à... Bah attends, comment ils ont leur diplôme pour pouvoir après aller sur Terre et tout ça? Il faut bien qu'ils aient leur bac et tout, hein. Attends. Oui, donc sur une école de démons, c'est ça. Des élèves en fait qui En doivent Nouvelle-Zélande, passer leur oui, diplôme de démonie. Et après, ils peuvent passer la porte de l'enfer quand ils ont leur bac de démons. Et... C'est ça, non? Voilà. Voilà. Mais ce que j'aime bien, ce que j'ai pas vraiment fait dans Going Wild, c'est prendre des créatures à contre-pied. C'est-à-dire vraiment peut-être ce qu'on attend, ne pas le trouver chez ces personnages-là. Oui. Ouais, Revenir souvent, un peu aux sources, par exemple, ce qui est Sirène. Bon, j'ai une nouvelle, je ne l'ai pas encore développée, mais je la publierai sûrement un jour où vraiment je retourne vraiment sur les bases avec les sirènes, mais on parle vraiment des sirènes plus mythologie grecque. Hein, donc c'est des personnages moins sympathiques. Hein, c'est pas Ariel, quoi. Tu l'as fait poisson ou tu l'as fait oiseau? Non, pas oiseau. Je ne dévoile rien. Ah bah oui. Pas eu l'heure alerte. Voilà, tout ce que je dis, je peux dire, c'est que ça se passe au Mont-Saint-Michel. Ah non, c'est trop bien. Puisque il y a un arc. Franchement, je veux dire. moi aussi, j'aime énormément tout ce qui est ésotérique. Et donc, évidemment, comme c'est le Mont-Saint-Michel, je vous laisse deviner qu'il y aura un archange qui est présent dans l'histoire. Mais c'est trop bien. Non, mais Bah, le j'adore. prochain aussi, Il y a Urban Fantasy se passera certainement sur Paris et en France, parce que du coup, on peut utiliser tous les lieux historiques et tout, et je trouve ça génial. Oui, d'ailleurs, ça manque un petit peu. Je trouve qu'il y a ce beaucoup soit... de trucs américains ou pseudo, qui se passent en Amérique ou en Angleterre et pas assez en France où en fait on peut faire des trucs vraiment, vraiment cool. Surtout là dans mon esprit avec tes esprits, enfin dans mon esprit il y a des esprits, oui. Si c'est une histoire d'esprit et de fantômes, bah, on peut remonter quand on veut dans l'histoire française et je trouvais ça assez cool. Séverine, si tu me regardes, j'aurais peut-être besoin de tes lumières du coup. Attention, elle est au taquet. Hein. Ouais, au taquet. Voilà. Si tu es experte en Révolution française, je te prends comme bêta lecteur. Je sais plus, quelqu'un n'a pas répondu à cette question peut-être, non? Je crois qu'il y en a beaucoup qui se faufilent. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais... mais bon, je dis voilà, ça toi comme aussi. ça. Hein. Ouais, voilà. Voilà, c'est parce qu'on parle trop de bêtes poilues. Ah oui. Alors, chez moi, ils sont épilés en plus, hein, tu vois. Ouais, voilà. De quoi? Bah, les loups-garous, ça sert à rien qu'ils s'épilent l'un dans l'autre. Ah bah, on garde les poils avec les loups-garous, là. Qui c'est qui veut les épiler, les pauvres? Tu as juste d'y penser. En fait, t'imagines, en fait, tu fais vraiment le truc réel. En fait, t'as tous les petits poils qui poussent comme ça en genre 5 secondes, mais ça doit faire super mal. Oui. Non. Moi, j'aime bien quand c'est assez gros. Est-ce que tu récupères tous tes poils après ta transformation? C'est ça. T'imagines, le C'est mec, il a ça. des tatous partout de poils, il fait ouais. Ou alors tu fais le loup-garou sphinx sans poils. C'est vrai que là, dans tous nos écrits, on n'a pas d'autres métamorphes. Je sais qu'il y a des métamorphes félins, renards. Faire un peu de tout, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, peut-être qu'il manque. Elle a Yestan qui avait fait des chiens. C'était drôle, ça, les chiens. Je sais pas si vous avez lu. Oui, je l'avais lu. Ouais, ça, par contre, c'était vraiment drôle. J'avais vraiment apprécié le fait qu'on descende un peu. C'était un peu, tu sais, la descente de gamme par rapport au loup-garou. Du coup, c'est les chiens. Les caniches et tout. C'était drôle. C'était bien trouvé, je trouvais. Oui, on n'est pas tous égaux face à la génétique. Hein. Ouais. C'était un peu ça. Mais en fait, on a bientôt fini notre petite heure. Après, on n'a pas de... Je crois qu'il n'y a personne après. Je vais pas me faire taper dessus quand même.
Ça serait cool que vous parliez un peu du coup de ce qui est prévu, si vous avez des choses de prévues, des projets, tout ça, quand même. Des publications chez MXM, par exemple. Allez, qui commence? Camille, hop, allez. Moi? Allez, Oui. oui. Moi, déjà, j'ai Sans Frontières 2 sur lequel je suis en train d'écrire, qu'il faut que je termine là. C'est mon objectif premier, c'est terminer Sans Frontières, j'en peux plus. Il faut que je le boucle, cette histoire. Non, mais en plus, vraiment, je l'aime, mais là, il faut une fin. Il faut une fin. Des fois, quand on est trop Et longtemps, ensuite, ouais, trop de pression, beaucoup trop de pression. Moi-même, hein, toute seule, hein, mais c'est pas possible. Et après, moi, j'ai beaucoup de projets. En fait, moi, je sais pas écrire que sur une histoire. J'en ai genre 3-4 en même temps. Comme ça, quand je bloque, hop, je switch et puis j'y reviens 6 mois plus tard pour débloquer la situation. Et donc, là, dernièrement, j'ai travaillé sur le tome de Malicorne, sur le tome 2. Et après, je sais pas du tout. Pour l'instant, je veux le sortir, c'est sûr. Après, faut voir. Voilà. Et j'ai aussi une histoire de médium, mais ça, c'est encore autre chose. C'est encore un troisième projet. Mais trop là, de le projets. premier, c'est sans... Ouais, trop de projets. Mais le premier, c'est Sans Frontières. Là, je suis dessus, je vais y arriver. C'est cool. Tout ça chez MXM, du coup. Non, je sais pas du tout. Je l'aurais pas encore envoyé, donc je peux pas. Enfin, il faut quand même qu'ils le lisent. Oui, pardon. Donc, a priori, Sans Frontières, oui, c'est sûr. La licorne, je pense pas. Vraiment, je pense pas que ça va les intéresser. Donc, faut voir. Et le médium, je pense que ça va les intéresser, donc il faut que je leur envoie aussi. Plus Enfin, du voilà. MM. Donc, c'est ça plutôt par rapport au fait que ça se trouve, ça sera pas du tout du MM, du MF, et que du coup, tu pars sur un truc. Ah non, moi, moi, j'ai beaucoup de mal à m'identifier à une femme, ça me bloque complètement. Parce que c'est ma sexualité et et du coup, ça me bloque. Je ne vais pas dire pourquoi. Et du coup, écrire sur du MM, ça me permet d'être. De pas m'identifier à mort dans les personnages en me disant qu'est-ce que je vais faire moi, quoi. Enfin, Ouais, je comprends. Quelqu'un d'autre. quelqu'un. Noémie? Ah, et on a perdu quelqu'un? On a perdu Candice. Mais moi, c'est juste le tome 2. Qui est, en ce moment, je travaille quasiment que dessus parce que il faut le sortir vite. Et du coup, je suis en plein deuxième jet. Et après, j'ai d'autres idées en tête, mais c'est un peu partout. Il y a un peu juste du surnaturel pur et dur, où je partirais un peu effectivement, sinon sur l'urban fantasy avec des fées. J'ai envie de taper. Ah oui, des fées, je veux des fées. Ça fait un moment. Un univers comme celui que tu as écrit là ou pas? Ou un... Alors, pas tout à fait. Là, on part du coup plus dans une histoire d'autres. Je veux pas trop en parler non plus parce que c'est pas encore très clair dans ma idée, mais c'est difficile. Non, mais c'est bon, je t'embête pas, j'étais juste curieuse parce que moi j'ai tellement entendu du bien de vos histoires que du coup, je suis super curieuse. Mais ouais, non, là, c'est pas du tout le même univers. On a vraiment une plus grosse scission entre le monde des humains et le monde des fées, en fait. Ce sont vraiment deux univers différents où on part du principe que à l'origine, on voyait les fées dans l'imaginaire habitaient vraiment les collines. Quand ils disaient le peuple des collines, c'est qu'on les voyait, les gens s'imaginaient qu'ils vivaient vraiment dedans, en fait. Et donc, le principe de base, c'est que au fur et à mesure que les humains ont fait ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire coloniser la planète, et du coup, les fées se sont retrouvées de plus en plus repoussées au point d'arriver au moment où ils sont obligés de créer une sorte d'autre monde, en fait, et on se retrouve dans cet équilibre entre le monde des fées et le monde des humains qui continue à s'entrecroiser, en fait. Mais beau projet. J'ai hâte de m'y... Les fées. Tu m'enverras la bêta lecture, hein. Ouais, je veux pas attendre. Mais je vais y aller, comme ça je ne terminerai pas. J'ai deux derniers tomes de La Noire sans étoiles qui sort cette année. Tome 3 en août et tome 4 fin d'année. Donc comme ça clôt véritablement la saga.
Et l'année prochaine, j'ai un premier contemporain aussi chez MXM qui s'appellera Blois sous la pluie, qui va aussi sortir au cours de l'année. Donc là, chose complètement différente. Ça sera vraiment du pur contemporain et ça sera peut-être une saga, je ne sais pas encore. Pardon ? Oui. Et même toujours. Toujours MM chez MXM. Et donc du coup, oui, il y en a deux au moins. Il y en a au moins deux. Donc un qui est plus une novella. Et je verrai si je continue ou pas. Et parallèlement, moi je suis une auteure hybride, donc j'ai 2 petits projets qui vont sortir. Mais je n'en parle pas trop parce que du coup, j'attends que ça soit plus abouti, mais c'est aussi du contemporain. Et en ce moment sur Wattpad, je publie Les Cantiques de la Lune, que j'aimerais beaucoup soumettre à MSM aussi, en MM. Donc voilà, on verra, ça c'est une trilogie et c'est effectivement de l'anticipation ésotérique. Tout à programme. D'accord. C'est très prolifique en fait. Hein. Il paraît, alors moi j'ai toujours l'impression que je fous rien, mais. Je sais pas, tu dors, tu manges. Je n'ai pas de travail salarié, ce qui est très sympathique pour organiser son emploi du temps pour écrire. Pour ma part, je suis sur une série en 3 tomes avec une ambiance très orientale puisque la thématique principale, c'est les djinns. Ça se passe dans un univers où en fait les femmes sont au pouvoir et la dernière reine est décédée. Sauf qu'elle n'a pas eu d'héritière, elle a eu un héritier. Et donc, l'héritier en question va devoir essayer de s'imposer dans ce monde qui est censé être principalement féminin et lutter contre des intrigues de pouvoir en même temps qu'il va découvrir un peu l'univers des djinns dans lequel il était censé être formé depuis sa naissance parce que, il a quelques gènes de sorcier de djinns, tout ça. C'est marrant parce que dans les Cantiques de la Lune aussi, je suis partie sur un univers qui est complètement gouverné par les femmes et j'ai l'impression que c'est un truc qui commence à prendre beaucoup dans la fantasy, j'en vois de plus en plus, c'est assez rigolo. Peut-être une forme de frustration. C'est vrai ça, hein. Donc c'est sympa, on va voir tous ces univers, que vont-ils devenir gouvernés par des femmes, tu vois. Et du coup, c'est pareil, ça reste un BL. Reste Noémie et Candice, je crois. Ah non, moi ça y est, j'ai parlé. Toi tu as parlé. C'est les faits, oui. Pardon, j'ai fait, oui. Oui, moi j'avais juste mon portable qui m'a prouté entre-temps. Donc c'était les prochaines parutions, c'est ça qui sont prévues. Moi je pense vraiment que pour 2 ans, c'est encore going wild. Hein. J'en ai encore pour bien 2 ans. En essayant de tenir 2 tomes l'année. Ah oui. Donc là, Ah ouais. Donc là, le tome 4, il y a la moitié qui est faite. Et puis, de toute façon, je sais tout à fait où je vais, donc ce sera terminé. Le 5 sort normalement à Livre Paris l'année prochaine. C'est pas normalement, parce que sinon je me fais taper dessus par Blandine. Donc il sort pour Livre Paris. Donc, le 4 qui va sortir entre-temps. Voilà, le 4 normalement décembre. Si je ne me trompe pas. Et donc le 5 pour Livre Paris. Et puis en fait, tous les 6 mois, normalement, il devrait y en avoir un jusqu'à ce qu'on arrive au tome 6 ou 7. Voilà, je ne sais pas trop. Tu t'es arrêté au 5, mais non, en fait, tu vas beaucoup plus loin. Voilà, non, parce que tu sais, quand tu es un bon auteur, tu te plantes dans ton histoire et tu te rends compte que tu peux pas arrêter comme ça, en fait. Donc, c'est le 5, il y avait un problème, c'est le 4. Oui, non, mais en gros, si tu as vraiment suivi l'histoire, ce n'est pas possible que ça se termine comme ça. Et du coup, après, j'aimerais bien enchaîner. J'avais une autre histoire de métamorphe, mais je pense que je ne vais pas la faire tout de suite, même si j'ai le premier tome qui est écrit. Parce que normalement, il y en aura au moins 2. Donc déjà, là, voilà, ça me donne des sueurs froides rien que d'y penser, d'en avoir 2 ou 3 de suite. Donc je vais sûrement faire l'univers, comme je disais, avec l'école des démons, qui celui-ci devrait être en un tome. Donc, et j'ai également le début qui est écrit, donc ce sera assez simple. Quelque chose de court et d'amusant. Oui, c'est quelque chose de drôle. Je trouve pas qu'il manque quelque chose vraiment de très drôle. Mais alors pour le coup, ce sera normalement Infinity pour celui-là. Voilà. Bon, et bien on va libérer la place, puisqu'il y a un stream apparemment, enfin pas apparemment, il y a un stream qui est inscrit dans le planning avec Maxime. Il est noté dans le planning, c'est pas apparemment. Et donc du coup, je suis très contente d'avoir pu papoter avec vous. On aurait pu tenir 3 heures, je pense. Pareil. C'est dommage. La prochaine fois, on prend 3 heures. On fait la nocturne. Et voilà. Alors, au plaisir de se revoir. J'espère. Merci de nous avoir reçus.
Mais merci à vous Et d'être puis, venus. Merci bah, beaucoup. merci à toi, en tout cas, d'avoir mené la discussion aussi. C'était un Oui, oui, plaisir. oui. Ah ouais, c'était un plaisir, donc ça va. Et donc j'espère vous revoir. Du coup, ça sera peut-être Livre Paris, j'imagine. Ah l'année bah, prochaine. avec Ah, grand si plaisir. possible, oui. Voilà, On espère. on espère. Ouh, croise les doigts. Voilà, et puis on a plein de choses super cool à lire, donc c'est super. Oui, puis on va pouvoir motiver les copines maintenant. Oui. Voilà, vous leur direz Discord, c'est sympa, c'est facile. Donc ça. Ouais, Oui, oui, très, très. Mais si, Camille, tu t'en es parfaitement sortie une fois que c'était bon. Hein. Hop. Ah non, mais entre-temps, je me suis connectée à d'autres serveurs, je ne sais pas avec qui j'ai parlé. Donc, Mais c'est bien, tu te découvres des gens. Bon, allez, on y va parce qu'on va se faire Bonne taper sur les soirée. doigts. Bonne soirée à toutes et à bonne soirée à tous. vous Au tous. revoir. Bonne soirée.